et messieurs, fidèles téléspectateurs des Belles News TV, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux en train de suivre cette émission vers les centres Wallonie-Bruxelles où se tient la cérémonie de vernissage de l'ouvrage La Maison de Merveille de Godefroy de Moana Boato. Nous allons vous laisser suivre ces temps merveilleux, ces temps d'apprentissage, ces temps de culture que vous allez comprendre ce que cache La Maison des Merveilles, un roman écrit par Godefroy de Moana Boato. Du centre pour partager autour du livre. Quel livre? C'est celui que je détiens comme main ici, intitulé La Maison des Merveilles. Je me dis que nous sommes aussi ici dans une maison de merveilles, peut-être, peut-être pas. C'est lui qui a le privilège, en tout cas l'honneur, de nous faire découvrir cet ouvrage, de faire la recension de cet bel ouvrage. C'est un amoureux de l'écriture, un passionné, un chroniqueur littéraire chevronné, en tout cas, un frère, un aîné, quelqu'un qui inspire beaucoup. Je m'en vais ici l'inviter et ce sera évidemment sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Il s'appelle Tigui Élevé. S'il vous plaît, Tigui, on peut l'accueillir. Chaleureusement, alors, je t'en prie, tu te viens prendre place. Merci beaucoup de nous avoir honorés. Ça fait toujours plaisir de les voir. Voilà. Alors, c'est lui qui a l'honneur, en tout cas, c'est lui qui procédera au baptême de cet ouvrage. Il s'agit de son Excellence, Monsieur l'Honorable Bamanissa, qui est déjà ici aussi avec nous. Je voudrais bien qu'il vienne prendre place ici devant, et ce sera sous nos applaudissements. Nous, je dis bien vous. Voilà. Merci infiniment. C'est très gentil de votre part. C'est très très gentil. Merci beaucoup, Excellence, pour cet honneur. Alors, merci beaucoup, Excellence. Alors, à tout seigneur, tout honneur, s'ils n'avaient pas écrit cet ouvrage, je ne serais pas là. Donc, malgré les embouteillages de Kin, qui les ont gommés, de toute façon, malgré les embouteillages, quelqu'un fait non, ils ont gommé solo. Donc, malgré les embouteillages de Kin, en tout cas, on s'est dit, on ne va pas lâcher, on sera là, dans cette grande salle. Je vous prie, mesdames et messieurs, d'honorer en tout cas l'auteur, d'honorer celui qui est à son deuxième roman, salué par la critique et par le monde. Je m'en vais saluer ici un homo, un ami, un frère de plume, s'il vous plaît, accueillons comme il se doit. Godefroy, Moana Boato, Kahando. Est-ce qu'on peut applaudir comme il se doit, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut applaudir comme il se doit? Accueillons-le, voilà, il arrive, Godefroy. On peut continuer à applaudir, hein? Je t'en prie, Olivier. Alors, rapidement, pour dire un mot sur Godé, il n'a pas voulu qu'il y ait beaucoup de commentaires sur lui à la quatrième couverture de son livre, et on va se limiter à ça. Peut-être que pendant les échanges, il aura à dire encore un peu plus sur lui pour qu'on puisse bien le connaître, sinon, quand les censeurs pourraient le faire. Il est dit de Godefroy qu'il est avocat. En tout cas, c'est ça, sa profession. Il est avocat, il est originaire de la République du Congo. Est-ce qu'on peut en répéter? Il est congolais. Des quoi et quoi? Des mères et des... Père et de mère. Et mère. Voilà.
Après, ainsi sont faits le lien, son premier roman, il vient cette année avec ses bijoux, en tout cas, moi je pense que c'est un bijou, très beau. La Maison de Merveille, qui est son deuxième roman publié aux éditions Le Lettre Moucheté, et une écriture qui a obtenu comme ça le soutien du Centre national du livre pour qu'il puisse l'écrire. Alors, ça c'est un petit mot qu'on peut placer sur Godefroy Mwanawato. Il s'appelle aussi Karambo. Voilà pourquoi j'ai dit que c'était un mot, parce que je suis aussi Karambo. Celui qui va faire la recension, c'est notre frère, notre élève Tiki Kelele. Je dirais de moi, c'est Tiki Kelele. C'est l'initiateur, en tout cas de Plus Conscient, animateur d'émissions littéraires télévisées, de Plus Conscient. Il est, en tout cas, un amoureux de Plus, de longue date, de très longue date, et il contribue beaucoup, en tout cas, à la promotion de la littérature congolaise. Tiki, merci infiniment. Donc, le dévolu était jeté sur vous pour nous présenter ces romans. On peut se dire qu'ici, dans cette salle, on n'a pas encore tous eu le privilège de lire ces romans. Tu es le tout premier. On peut dire que l'avenir de ces romans dépend de toi. À Kinshasa. C'est-à-dire que tout dépend de ce que vous allez nous raconter aujourd'hui sur ces romans. Et sûrement, c'est ce qui nous donnera envie de l'acheter, envie de le découvrir aussi. Donc, je vous passe la parole. Le tout premier, en tout cas, dans cet échange, pour que vous puissiez nous faire la recension de la Maison de Merveille. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Richard. C'est toujours un plaisir de partager, que de te retrouver, de retrouver le centre Olivier Pousset. Je voudrais aussi en profiter pour saluer son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Je note qu'à chaque fois que je vous rencontre, c'est autour d'un programme autour du livre. Et ça nous encourage parce que finalement, avoir des personnalités de votre envergure autour des activités du livre, ça donne du courage et de l'espoir. Alors, il y a quelques jours, alors que je me trouvais en dehors du pays, Godefroy m'a contacté. Godefroy que je connais depuis quelque temps et dont j'apprécie beaucoup l'activisme pour les causes nobles, mais aussi pour l'essor de notre pays. Il m'a donc contacté me priant de bien vouloir accepter, d'assurer la récension de son livre, La Maison des Merveilles. Quel honneur, je me suis dit, quelle confiance. Et cher Godefroy, je voulais te remercier pour cet honneur et cette confiance. Pourtant, très vite, comme une sorte de douche froide, une question urgente a refroidi mes ardeurs. Godefroy me demandait d'assurer la récension de son livre. La récension étant, selon le dictionnaire, l'examen critique d'un texte. Est-ce bien cela qu'il me demandait de faire? En avais-je seulement la qualité ou même les compétences? Je suis peut-être un féru lecteur, Richard l'a dit tout à l'heure, mais de là à m'improviser critique littéraire est un appel que je ne saurais véritablement m'autoriser. J'ai donc, rassurez-vous, trouvé la parade. Je vais, avec vous, partager un retour de lecture, mes sentiments sincères et quelquefois intenses, mes enseignements, mes doutes, des plus raisonnables aux plus persistants, mes certitudes, puisque je suis de toute façon persuadé que quiconque a lu ou lira ce livre, ce roman, aura également ses propres sentiments, ses enseignements, ses doutes, mais aussi ses certitudes. Alors, sans pouvoir vraiment l'expliquer, le premier livre de Godefroy, Ainsi sont faites les guerres, m'avait laissé comme un goût inachevé. Mais en même temps, qui étais-je pour juger de cette façon une œuvre de l'esprit? C'est difficile à trancher. La lecture d'un livre est un exercice souvent périlleux. Et ils sont tout parfois de subjectivisme inconscient, dicté à tort ou à raison par les attentes du lecteur. Donc,
indubitablement, j'entamais ce second roman avec l'avidité d'un loup, la curiosité d'un petit espiègle et l'âme impatiente. Ce second roman, au titre évocateur, La Maison des Merveilles, publié récemment aux éditions Maître Mouchet, raconte l'histoire d'Omar, qui connut en réalité caché toute sa vie derrière une identité empruntée et qui, au soir de sa vie, pressé par des esprits et des rêves baroques à répétition, ressent le profond désir de percer les voiles de ses non-dits. Omari, un personnage si caractéristique de l'Afrique profonde, dont la progéniture et la richesse acquise à prix d'or risque de voler en éclats si par malheur il venait à passer l'arme à gauche. Ensuite, ce fils, Abdel, qui n'est pas marié, son unique rejetant mâle parmi tant de filles après la mort de ses deux autres fils, qui le prive de tout espoir de progéniture, ce fils donc a décidé d'intégrer l'armée tanzanienne et il s'apprête à mener une opération de maintien de la paix à l'est de la République démocratique du Congo en guerre. Voyez-vous, mon mari n'a donc eu guère d'autre choix que de forcer le destin, avide d'une vérité, la sienne. J'ai trouvé que la mise en bouche de ce roman était aboutie, qu'elle est aboutie. Une écriture soignée, épurée, bien rythmée tant la cadence fait danser le joie de lecteur et le mène vers une aventure encore assez balbutiement et qui, bien que n'ayant pas encore révélé ses intrigues, ne lasse pas, bien au contraire. Et puis, quelque peu bouleversant, le changement de narrateur à l'entame du 3e chapitre. Mon mari compte désormais sa propre vie à son fils Abel, alors qu'ils prennent la route pour le Doma et Morogoro. Chemin faisant, il lui révèle sa véritable identité. Il lui raconte la mort de son père, et aussi celle de sa mère 6 mois plus tard, comme l'épisode de son recueillement par son oncle Isségué. Il lui raconte ses souvenirs de la rébellion. Il lui raconte également les batailles auxquelles il a participé dans la région tropicale du Kivu, du Maniema et de la province orientale du Congo. Il lui relate le récit de l'or de Sumailo transféré au Soudan et sa fuite vers la Tanzanie. Puis, comme dans un aveu aussi difficile que nécessaire, il y a cet épisode bouleversant où mon mari est confronté à la disparition de sa fiancée, relevée par des rebelles. À la cheval de Troie, s'enrôlant dans les rangs des rebelles et s'exposant ainsi à une mort avant la lettre, il n'a qu'une idée en tête, la retrouver. Dans un autre chapitre, la description des croyances ancestrales est un régal, une mise à jour d'un débat séculaire sur les croyances animistes qui influencent encore aujourd'hui et façonnent la vie des millions de personnes à travers le monde. Le récit de ce livre, de ce roman, de Troie, est en définitive captivant et fait quelque peu oublier le changement de narration dans une sorte d'omniscience, même si, oui, j'en ai parlé avec vous trois, de mon modeste point de vue, vous aurez peut-être un point de vue différent, ce changement de rythme a quelque peu limité le récit à la seule perception du personnage principal, faisant ainsi perdre au lecteur la possibilité d'exploiter les opinions d'autres personnages, en l'occurrence Atala, et limitant quelque peu la vie. Mais ce n'est qu'un détail parce que c'est une écriture empreinte de poésie et d'audace lorsque, par exemple, l'auteur, par la voix de Marie, décrit le trémoussement de Moimini, la plus jeune des féticheuses, oscillant entre douceur et âpreté ensorcelante. Et puis,
La même dextérité de sa plume s'invite dans la bataille de Tutu où Ramazani se frotte aux rebelles transportés par les pouvoirs de Mongala, que les balles atteindront son nom alors le delà de la déroute de ses hommes. Finalement, ce livre, La Maison des Merveilles, porte bien son titre parce que, à la Maison des Merveilles, justement, Abdallah perce enfin l'énigme que son père tenait à lui revenir. Une vie longtemps cachée, une nationalité tanzanienne obtenue avec son compère Kibuyu pour fuir la traite dont faisaient l'objet les anciens rebelles lubistes après la victoire de l'armée de Mobutu et Kasavubu. Une mère, Khadija, qui n'est autre que Zainabo, la fiancée pour laquelle il s'est engagé dans la rébellion après son enlèvement et à qui il doit sa richesse. Ce livre de notre ami Godefroy, dont la fin est tragique, et je ne vous la raconterai pas ici pour la simple raison que vous devez acheter le livre et le lire. La fin est tragique, mais en même temps, c'est un vibrant écho à un phénomène encore d'actualité. La quête impérialiste autour du contrôle de l'échelle du Congo. Déjà la colonie, une quête derrière laquelle chacun se range, convaincu ou sceptique, passionné ou rebelle, communiste ou impérialiste. Une quête mettant en cause des traîtres et des nationalistes, une quête avec ses conséquences macabres sur les populations privées de leur fierté, et le tout est exposé à la barbarie humaine au-delà des limites. Est-ce qu'on peut applaudir suffisamment qui se fait là, pourquoi ne pas rapidement contacter Tiki pour le faire? Et on s'est dit, ah, mais lui, il a 5 jours par semaine. Donc, mais Dieu merci, Tiki, tu l'as très bien fait, merci beaucoup. Ah non, ça c'est ma part, c'est moi qui l'ai dit. Maintenant, toi, l'auteur, toi qui a écrit cet ouvrage de plus de 200 pages, donc 217 pages, même éditeur, qu'est-ce que tu penses que c'est que Tiki Merci beaucoup. Je voudrais d'abord avoir une pensée pieuse à Vumbi Yoka Mudile, qui venait de nous quitter il n'y a pas longtemps. Il a été enterré aux États-Unis. C'est un des plus grands esprits. C'est parmi les auteurs qui ont permis de façonner un peu ma plume, de remise en question de l'ordre existant, une écriture presque scalpelle qui opère et qui arrive parfois à la guérison, à quelque chose de nouveau. Je veux d'abord commencer par cela. Ceux qui ont lu Chabalde et les autres de ces livres peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Alors, je suis très émerveillé par la critique, disons la recension de Tiki et l'épée. J'apprécie beaucoup. Bon, moi-même, je ne savais pas que mon livre était aussi joli que cela et que quelqu'un de sa carrure, de sa trempe, pouvait en faire cette lecture-là. Je ne peux qu'être flatté, être content qu'il y ait eu cette réception-là. De la même manière que ça a été ici à Tervuren, en Belgique, où avec José Mabita, on m'a remis ce trophée ici. Je suis encore surpris de manière admirative une prochaine fois, une nouvelle fois, par la lecture que Tiki vient de faire. Ça ne peut que me faire plaisir. C'est rare d'avoir ce genre de lecture. On nous dit toujours, et c'est un stéréotype, que les Congolais ne lisent pas. S'il faut cacher quelque chose aux Congolais, il faut le mettre dans les livres. C'est faux. C'est vraiment faux. C'est faux, nous lisons, nous écrivons même. Nous pouvons repenser notre histoire, comme Patrice Lumumba l'avait dit, écrire notre propre histoire, nous approprier de problématiques du Congo et les porter. On n'est pas, tu vois, on n'est pas des personnes qui ne lisent pas. Au contraire, on lit
on écrit et on crée dans tous les domaines, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la sculpture, que ce soit dans la peinture et même dans la littérature. Je pense que le Congo, c'est un creuset de valeurs. Et quand je vois ces genres de recensions, je ne peux qu'être content. Écriture chatoyante, je reprends ici le titre. Procès de la conscience, en tout cas, vous nous invitez à la réconciliation. Garde ton micro, je t'en prie, on va échanger maintenant par rapport à ces moments. C'est le deuxième moment, comme l'a rappelé Tiki, comme je l'ai aussi rappelé de cette activité. Deuxième moment, mais vous restez dans, on va dire, la même direction. Premier roman, ainsi sont faites le lien. On était toujours dans une perspective de roman historique, politique. Et là, deuxième roman, Godefroy reste toujours dans la même perspective de roman historique. Quel est le projet par rapport à tout ça? Je pense que le Congo n'est pas suffisamment raconté. Hein? Je pense qu'il y a un vide sur l'histoire du Congo. Si vous regardez la production cinématographique occidentale, vous allez voir des histoires comme la Shoah sur Israël. Il y a des films comme La liste de Schindler qui racontent leur histoire. Même le génocide rwandais, il est mieux vendu, il est mieux porté parce qu'il y a des gens qui racontent, qui portent, qui parlent de leur pays. Chez nous, silence. Silence, ça y est, on n'en parle pas. Alors, pourtant, notre histoire, au-delà des aspects tragiques, elle est pleine aussi des récits glorieux. Hein? Nous sommes un peuple culturellement riche au-delà de la rumba. Nous avons une histoire riche, pleine, qu'il faut raconter. Parfois, j'ai l'impression qu'on ne voit pas la richesse culturelle que nous avons dans notre pays. Vous avez des avenues qui s'appellent Assosa, vous avez des avenues qui s'appellent Gambela, Éthiopie, Birmanie, Dodoma, Kigoma, Morocco, on ne sait pas ce que ça signifie. C'est des villes qui ont été libérées par les Congolais, par les militaires de la force publique congolaise. On est d'ailleurs au mois de mai, je pense que le 17 mai ici, on va célébrer la journée du soldat congolais. Le rond-point Forestcom, c'est pas loin. Mais qui parle de ça aux enfants? Qui rappelle aux Congolais qu'ils doivent marcher les torses bombés? Parce que l'ordre mondial actuel est fait par les actes des Congolais. Le Congo, c'est le monde, je pense. Il n'y a pas de monde sans le Congo, parce que dans n'importe quel domaine, au-delà des aspects militaires qui ont permis à ce que l'Allemagne nazie ait de la guerre, et que c'était par la participation des Congolais, il y a beaucoup d'autres aspects. Nous sommes aujourd'hui le poumon environnemental du monde. De la même manière, aujourd'hui, vous voyez tout ce qui se passe dans notre pays, les minéraux stratégiques qui conditionnent le monde actuel avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication sur le Congo. Mais il faut bien que le Congo s'exprime, il faut bien que l'histoire du Congo soit racontée. S'il y a des aspects tragiques de l'histoire du Congo, que le monde le sache pour qu'on arrive à y mettre fin. Donc, je me suis, ça me titille l'esprit tout le temps, je dors avec ça, je me réveille avec ça. Et la seule façon pour moi de le faire, c'est à travers la plume, à travers les livres. C'est comme ça que tu vois, vous voyez, dans Ainsi sont faites les lianes, je raconte l'histoire de Béli, je raconte l'évasion presque de 2 mois d'enseignement de la prison de Makala. C'est beau à lire, mais ça reste aussi pour la postérité. Mais il y avait l'histoire de 1964 qui n'est pas racontée, à part Christophe Granger qui a écrit Congo Requiem, à part Verhaeghen qui a écrit plutôt des essais, il n'y a personne, il n'y a aucun Congolais qui raconte ça. Pourtant, c'est hier. Le sénateur Jean Baptiste est né en 1964. C'est pendant qu'il naissait qu'il y avait la prise d'otage de Stanley. Il fallait qu'il y ait cette prise d'otage-là
pour que les Blancs comprennent qu'ils pouvaient venir intervenir avec les opérations parachutées au Bénin, les dragons rouges et tout le reste. Mais qui raconte? Est-ce qu'on a un film sur ça? Il n'y en a pas. Il n'y a personne. On va se taire, on va passer à autre chose. On va avoir des buzz sur les réseaux sociaux, sur TikTok et tout le reste. On passe à autre chose. Mais il y a des gens qui racontent leur propre histoire. Donc moi, j'ai pensé que c'est peut-être ma mission de vie, en fait, de raconter à travers ma plume, comme le ciel m'a doté quand même d'une plume assez belle, avec votre encadrement et les autres confrères écrivains et tout le reste. Mais je profite de mon temps libre, après mon travail d'avocat, pour écrire, pour raconter le Congo et essayer de porter au plus haut niveau la voix du Congo. À vous entendre. Il arrive en 1994, après le génocide rwandais. Alors, les réfugiés traversent la frontière, ils passent par chez nous, notamment sur mon avenue au Kenge, au Maniema, à Kindu là-bas. Maintenant, moi, j'avais l'avantage d'avoir une radio, la radio de mon grand-père. Les amis n'avaient pas de radio. Alors, quand je suis RFI, et puis les journaux, disons, Jeune Afrique, à l'époque, avec, il s'appelait comment? Africa numéro 1. Il y avait Senen Andigamirad, je crois, qui publiait des articles sur Jeune Afrique. Je voulais être journaliste, en fait, pour raconter des histoires, ça me plaisait beaucoup. Maintenant, chaque fois que les troupes de Laurent Désiré Kabila avançaient, moi j'avais déjà appris l'information, j'ai redessiné la carte du Congo, des mémoires, hein, je sais le faire. Et je sais situer toutes les provinces du Congo des mémoires. Alors, sans mentir, moi, pour de vrai, ou bien en mentant quand même que... Alors, je peux le faire. Sérieux? Stylo, je vous dessine toute la carte du Congo, je mets toutes les provinces. Sérieux? Oui, sérieusement. Même l'Afrique. Félicitations. Ça, alors, c'est pas du mensonge. Je faisais revivre ces guerres-là à mes amis. Maintenant, je fabriquais des personnages en argile, hein, des militaires et tout. On faisait la guerre et tout. J'ai dit, bon, ils sont arrivés à Fizi. On va attendre l'information de demain, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Et j'expliquais aux amis comme ça jusqu'à la fin. Je pense que c'était inné. Mais à un certain moment, on nous parlait de la rébellion de 64. On nous racontait ce qui s'est passé dans le Kivu, les histoires de fétichisme là, de Maïmaï, hein, tu tires sur lui, c'est de l'eau qui sort et tout le reste. Maman Ondema et tous ces féticheurs du Sankourou, Patrice Lumumba. Je me disais à un moment que je finirais quand même par raconter l'histoire. Mais j'ai oublié, je suis passé à la vie d'adulte. J'ai fait le droit, je n'ai pas fait le journalisme. Hélas, j'ai fait le droit, je suis devenu avocat. Et puis, je suis allé travailler au cabinet du gouverneur Jean Bamanisa, qui est présent ici. Et puis, c'était un jour de son anniversaire, j'apprends qu'il est né en 64. Je commence à m'imaginer aussi des choses. Et puis, les choses passent. J'oublie. Parfois, je griffonne des trucs sur 64, je me renseigne. Ça, c'est la place des martyrs. J'apprends que c'était les monuments Lumumba avant. Et puis, il y avait un canon là-bas de la guerre mondiale. Et puis, c'était la place Léopold D. Tout ça, c'est des bribes d'histoire qui restent dans la tête. Et puis, un jour, après la mort du général Baouma, Jean-Lucien, parce que c'était moi qui écrivais les discours du gouverneur Bamanissa, j'écris l'oraison funèbre de Jean-Lucien Baouma. C'est ces jours-là que j'ai dit que je sens l'importance de l'armée congolaise à travers ces discours-là. Les guerres qui ont été remportées, même si aujourd'hui le Congo est présenté comme le maillon faible de l'Afrique centrale, mais on a un passé glorieux de notre armée. C'est à partir de là que j'ai dit non, il faut que j'écrive ces romans. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à écrire les romans. Le reste des choses, je me les suis imaginé moi-même. Ça veut dire un ancien Kadogo qui est parti du Kivu jusqu'à la prise des Stanleyville. Maintenant, il a changé de nationalité pour se cacher, pour vivre en Tanzanie. Maintenant, il va par hasard, parce que la Tanzanie aujourd'hui, elle fait partie des forces qui viennent maintenir la paix chez nous, alors que nous, on est partis les libérer dans le passé. Donc, ce monsieur-là, il va être en Tanzanie. Mais comme son fils va lui dire, croyant qu'il est tanzanien,
qui doit venir maintenir la paix au Congo, son père va maintenant l'amener sur presque la route des esclaves, Kigoma, Dodoma, Tabora, Morogoro, jusqu'à Dar es Salaam. Et pendant ces moments-là, il va lui raconter qu'il avait été plutôt un ancien rebelle, Simba et tout le reste. Et ça fait la jonction entre l'histoire du Congo et l'histoire de la Tanzanie, qui pour moi c'est un même peuple, c'est un même pays. Les frontières artificielles nées de la colonisation, moi ça ne me dit rien dans ma tête. Moi je considère le Congo, le Rwanda, le Burundi comme un même truc. Même le Rwanda et le Burundi, je pense que c'est des pays qu'il faut annexer comme des provinces du Congo. Moi j'imagine ça comme ça. Vous voyez? Donc j'essaye de faire un peu ces trucs-là, j'écris ça comme ça, de manière à repenser. C'est un roman congolais et tanzanien en même temps et zanzibarite. On a la même histoire, un peu, tous ces peuples. Il faut dire que tu es allé jusqu'en Tanzanie. Je suis allé. J'étais à Kigoma, j'étais à Dodoma, j'étais à Ujiji, j'étais à Zanzibar. Ouais, je suis allé partout là-bas. Grâce à une bourse. Ouais, une bourse est reçue du Centre national du livre français après un concours qui était rude. On était 174. Il n'y a que 34 qui ont réussi. Il n'y avait que 7 Africains, parmi lesquels j'étais dedans. Félicitations, on est très fiers de toi. Merci beaucoup. Merci Richard. Il y a quelque chose qui a capté mon attention. Et j'ai le sentiment que cette sommité culturelle et intellectuelle n'a pas été, je veux dire, l'hommage n'a pas été à la hauteur de la stature du personnage qu'il était. Et ça, c'est bien dommage. Et je voudrais d'ailleurs en profiter pour saluer l'initiative, Richard, que tu as prise d'engager une pétition pour solliciter des hommages nationaux pour ce brillant esprit. C'est aussi une interpellation pour nous, les hommes de lettres, pour ce rail culturel, peut-être de réfléchir sur la manière dont il faudrait mener des actions pour justement pouvoir atteindre ces objectifs-là. Et donc, on a ici un écrivain justement investi de cette mission. Et donc, moi qui ai lu le livre, j'y ai découvert une dimension historique très profonde. Et je pense que le mérite de l'auteur ici présent, c'est d'avoir réussi justement à lier ces deux aspects-là. De mettre dans cet ouvrage une dimension fortement historique et une dimension fortement artistique. Et ce mélange, ma foi, est très réussi. Et pour ça, je pense que l'auteur mérite vraiment cette fière chandelle. Et quand je parle de la dimension historique, c'est vraiment parce qu'en lisant le livre, mais on apprend sur l'histoire de notre pays, on apprend sur un pan important qui a été en fait un point de bascule par rapport à la trajectoire qu'a suivi notre pays, la République démocratique du Congo, et les détails sont fouillés. Et quand on sait, on va dire, toute la concentration que met un auteur pour pouvoir rédiger un roman, la phase de recherche, je puis imaginer effectivement le travail que l'auteur a mené, les nuits blanches qu'il a eu à passer justement pour arriver à nous pondre ce roman. Et pour ça, en tout cas, je vous demanderai de l'applaudir, même si vous n'avez pas encore lu le livre. Mais je pense que donner la joie pour nous donner un extrait de lecture, ainsi que Godé aussi. Et juste après, on va modifier le programme, hein. On va passer au baptême, puis on aura les questions après pour libérer l'honorable Bamanissa. Donc la joie, si elle est là avec nous, elle peut monter sur cette scène. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît, applaudissez la joie. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Un extrait du livre Les livres de la Maison des Merveilles, paru aux éditions Les Lettres Mouchetées, de Godefroy Monaboto. Je suis à la page 35. C'est la conversation entre Abdallah et Omari, son père, sur la route. Abdallah appuie sur la pédale de frein, déboussolé. Il se gare brusquement à côté d'un talus d'herbe trempée. Le chauffeur du poids lourd
le chauffeur du poids lourd qui l'étalonnait effectue un dépassement risqué en klaxonnant brusquement. Abdallah stationne à proximité d'une bananerie. La terre est rouge. Des bananiers émergent du sol à intervalles réguliers, tandis que le soleil poursuit sa lente ascension au milieu de quelques nuages épars. Abdallah, incrédule, se tourne vers son père. « De quoi parlez-vous » Au mari, qu'on peut désormais appeler Kikouni, doute soudain de sa démarche. Abdallah est-il prêt à entendre ce que son père veut lui dévoiler sur un pan méconnu de sa vie? Il hésite. Mais ne dit-on pas que la goutte d'eau qui touche la terre, nul ne peut la remettre dans son vase? Après avoir réalisé que son père, qui s'est tué, ne dit pas des paroles sans l'air, Abdallah redémarre le 4x4. C'est bon signe pour Kikouni qui poursuit. Abdallah, le récit que je m'apprête à te conter, tel ce sang qui coule dans nos veines, est à la fois mien et tien. J'ai ce jour l'occasion de ruminer ce morceau de ma vie qui, dans l'estomac du temps, s'est mutiné et refusé à toute digestion. J'en profite pour te sortir tout ce que j'ai dans le ventre. En effet, le moment est opportun, père. Vous en avez trop sur le cœur. Plus que trop sur mon cœur, dans mes tripes, dans mes yeux qui ont tout vu, dans mes oreilles, dans ma bouche et dans tous les pores de ma peau défraîchie. Je réalise à quel point ma vie n'est pas un long fleuve tranquille et je mesure le risque que court ma progéniture si je ne te dis pas toute la vérité sur le régime de ma fortune. Celle-là même que tes demi-sœurs et leurs mères voraces veulent obtenir à tout prix. Pour commencer, je ne suis pas d'ici, fils. Je le sais déjà, et alors, que change cet aveu hormis le fait de me renseigner sur nos vraies origines? Mon cas est atypique. Arraché aux brosses du Kivu, ce corps et cette âme sont venus s'échouer à Kigoma, tels des coquillages charriés par les flots. Plus j'approche de la retraite, plus je m'interroge sur ces derniers chapitres de ma vie, où les étoiles, prises d'une soudaine humeur capricieuse, ont décidé de m'abandonner et de ne plus jamais s'aligner en ma faveur. Veux-tu bien souffrir de m'entendre déblatérer? Avant, je ne saurais pas être à la base de quoi que ce soit. C'est bon, dit M. Kikouni en allumant une nouvelle cigarette. Je suis à l'âge où en réponse à son passé, en le percevant grâce au recul, avec plus de perspicacité. Dans mon cas, rares sont les fois où, ce faisant, mes pérégrinations ont abouti à cette implacable conclusion. Le karma m'aura la monnaie de ma pièce pour des choix opérés il y a belle longtemps. Regarde, il vit d'abord la disparition des deux frères aînés à Bukoba. S'en suivit l'infertilité de ta mère qui m'obligea à prendre une seconde épouse, puis une troisième, puis une quatrième. Celles-ci, ô malheur, ne me donnèrent que des filles parties toutes procréées pour autrui à mon dépens. Ajoute à tous ces déboires l'éternel cauchemar qui hantent mes nuits depuis des lustres. Et cerise sur le gâteau, tu t'apprêtes à partir au Congo combattre et à mettre ainsi en péril ma seule chance de perpétuation de ma Félicitations. Dédé, toi tu le fais en 30 secondes, rapidement. C'est toujours bien d'avoir le ton de l'auteur lui-même. Parce que quand on se rentre de lire, on le lira tout avec ton ton. Bon, je prononce comme les Belges, hein, c'est français. Merci de nous honorer. Après la guerre vient la nausée. L'odeur du sang se mêle à celle de la fumée et s'infiltre dans tes narines, puis dans tes méninges. Là est le lit domicile à perpétuité. Te voilà otage olfactif du sang et des végétaux incinérés. Chaque fois qu'un parfum de feuilles mortes effleurera tes épithéliums, tu repenseras à ce champ de bataille. Que quelqu'un vienne à se blesser sous tes yeux et, abracadabrant, te revoilà au cœur des ténèbres.
Merci. Waouh! Est-ce qu'on peut applaudir pour Godefroy? Ce sont des moments historiques parce que c'est rare de rencontrer l'auteur, de l'entendre lui-même lire son texte. Ce sont des moments privilégiés et on ne peut qu'en être très heureux. Merci Godé, merci beaucoup Tigui. On va passer à un moment capital pour cette activité, les amis déjà. Nous allons inviter maintenant, mesdames et messieurs, celui qui a été désigné comme le parrain de cette activité. Je parle de l'honorable sénateur, l'ex-gouverneur Bamanissa. Vous avez constaté évidemment qu'il a été placé à l'affiche de cette activité. Et ce que j'ai aimé, c'est que, entendre l'auteur parler, il est revenu à préciser certains éléments qui expliquent que ce choix n'est pas du tout anodin. Le fait de désigner l'honorable comme étant le baptiseur de cet ouvrage, d'autant plus que tu nous signalais que déjà en 1964, ça coïncidait avec la venue au monde de l'honorable, et qui est, voilà, tout est quand même un peu plus lié. Voilà pourquoi on voudrait bien vous prier, honorable, avant de déverser quelques gouttes de vin. On m'a dit qu'aujourd'hui ça sera avec du vin. Ça a tout son sens. Nous voudrions d'abord, avant tout, Excellence, vous prier de prendre parole, évidemment, pour un mot, un discours. Et juste après, on viendra vous rejoindre pour baptiser l'ouvrage. Le micro, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir pour l'honorable, s'il vous plaît, s'il vous plaît, merci beaucoup. Maison de merveille, il m'a juste dit que c'était une histoire dont il s'est inspiré un peu avec le vécu à partir de Kisangani. Et quand j'ai entendu Tigui faire le petit résumé, la recension, ça nous a replongé un peu dans cette histoire qui n'est pas écrite. L'histoire du Congo, effectivement, comme l'auteur Godefroy, maître Godefroy, venait de le dire, on l'écrit très peu, on l'enseigne très peu, on le lit très peu. Et je le félicite parce qu'il y a moyen de connaître son histoire en le transformant en roman. Aujourd'hui, ça peut permettre à des milliers de personnes de lire un roman et de se mettre dans la peau, justement, de ceux qui ont vécu certains pans de l'histoire de notre pays et de son environnement direct. Ceux qui ont vécu à ces endroits-là auront encore un sens beaucoup plus fort de ce qui s'est passé effectivement. Et donc, devant justement le manque criant de cette histoire qui devrait nous permettre justement d'avoir des repères pour préparer notre avenir, nous ne pouvons que féliciter ce type d'initiative qui remet les jeunes qui parfois aujourd'hui se demandent d'où on vient, où sommes-nous et où allons-nous. Et donc, c'est cela des exercices qui sont tout à fait louables et que nous devons soutenir. Et en réalité, Maître Godefroy, oui, si tu es passé par Kisangani, Kisangani, comme je dis, ça vous vaccine et ça fait que vous prenez certainement l'histoire dans laquelle vous vivez en vous-même, dans votre vie de tous les jours, ça va vous accompagner. Dans cette zone où nous sommes tous nés et nous avons grandi, effectivement, il y a des choses que nous ne pouvons pas oublier. Et j'ai aimé vraiment le titre, La Maison de Merveille, parce qu'effectivement, pour nous qui avons vécu et nés avant dans cet environnement, non seulement dans la ville de Kisangani, mais les routes dont vous parlez, nous le faisions. Nous avons 12 ans, 15 ans, nous le faisions, nous découvrions toutes ces questions. Et cette histoire avec ce corridor dont vous parlez sur la Tanzanie, oui. Vous vous rappelez qu'on a fait une exposition avec le Centre culturel français sur cette histoire, qu'on a quelque peu oubliée sur Kigoma et les luttes, les grands canons qui étaient à Kisangani, qui venaient justement de la victoire sur Kigoma, sur les forces allemandes que la force publique avait eu à gagner et qui est resté là longtemps, mais qui a disparu. On ne sait plus très bien où se trouve ce canon. Mais en tout cas, il était là jusqu'à la fin des années 70. Et puis, il a un peu disparu. On l'a cherché, on ne l'a pas trouvé. Mais enfin,
il y a d'autres histoires encore. Et je vous j'encourage d'autres personnes qui savent écrire, qui ont la plume, et qui ont une partie de l'histoire qui pourrait la transformer justement en roman pour un vécu et une appropriation d'un pan de cette histoire, à pouvoir écrire, parce que en fait, Kisangani est dans cette zone, c'est une ville transit, c'est une ville où on vient, on part, on ne reste pas souvent, il y a beaucoup de gens qui sont partis, mais qui ont été formés, et correctement formés dans cette zone, et qui ont écrit des grandes histoires ailleurs dans le monde. Et lors de notre gouvernance, et pour cela nous vous remercions pour tout le travail que vous avez eu, vous avez été un collaborateur fidèle et avec qui nous avons passé beaucoup de temps à faire ce type de réflexion. Nous pensons qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à faire encore pour que l'histoire de notre zone puisse être écrite. Et il y a ce corridor aussi qui est monté sur l'Est, qui est monté sur l'histoire, qui est descendu le fleuve, qui est allé outre-mer et dans d'autres zones encore, où cette jeunesse qui est née dans la zone de Kisangani s'est émancipée. Vous avez parlé des hommes politiques, etc. Cette zone reste le berceau du nationalisme et du vrai patriotisme. En représentation un peu de tous nos concitoyens, non seulement de l'Est, mais tous ceux qui auront l'occasion de toucher ce livre et de le lire, et d'en tirer certainement une connaissance qui permettra de mieux encore aimer son pays. C'est cela qui est le plus important pour votre nouvelle génération. En tout cas, je donne toute ma bénédiction et mes encouragements aussi à tout le travail que vous êtes en train de faire pour que cet ouvrage puisse être bénéfique aux Congolais en général et à tous les lecteurs, ainsi qu'à vous-mêmes auteurs. Bravo et toutes les félicitations. Merci. Je suis très heureux, je suis l'homme le plus heureux de la journée en tout cas. La présence du sénateur Bamanissa m'a fait honneur, non seulement parce qu'il est sénateur, mais parce qu'il est un natif dans les villes de Kisangani. Et mon roman, puisqu'il met en lumière les affres de la rébellion qui a frappé la République démocratique du Congo en 1964, et que lui-même il est né en 1964 et il est un peu le fruit du métissage entre la Belgique et le Congo. C'était vraiment un honneur pour moi qu'il vienne baptiser ces livres-là. J'estime que le Congo a une histoire riche, pas qu'une histoire des affres, pas qu'une histoire des faiblesses, mais aussi une histoire des points forts, une histoire glorieuse. Mais qui va porter cette histoire-là? Qui va la raconter au monde? Qui va la raconter aux générations futures? L'une des meilleures voies pour le faire, c'est à travers la création. Et j'estime que l'approche romanesque, c'est une meilleure voie, peut-être cinématographique aussi, pour raconter l'histoire du Congo, que les enfants s'en souviennent, que les enfants savent que leur pays est parti de tel endroit pour arriver aujourd'hui à tel autre endroit, et où est-ce qu'il va partir demain dans 10, 15, 20, 30 ans. Vous connaissez très bien le Congolais, vous ne faites pas beaucoup lire. Et aujourd'hui, vous sortez un roman, qu'est-ce que vous allez dire au peuple congolais? Parce qu'il y a les autres qui lisent déjà. Alors, cette catégorie de gens, catégorie de peuples qui ne savent pas se donner à la lecture, que direz-vous à ces gens?
Déjà, la maxime, là, les Congolais ne lisent pas. Moi, je ne suis pas d'accord avec, parce que je suis Congolais et je lis. Non seulement les Congolais lisent, mais aussi ils créent. Ils écrivent, ils racontent. Et c'est des grands esprits. C'est pour ça que vous avez vu, j'ai rendu un hommage à Vumbio Kamudimbe, l'un des grands penseurs de l'Afrique. Dans la trempe de chez Kanta Diop et des autres, le Congo aussi peut produire des cerveaux et des grands cerveaux qui peuvent non seulement penser le monde, mais aussi le révolutionner. Alors, qu'est-ce qui se doit dire aux Congolais? Bon, qu'ils lisent. Qu'ils lisent, les artistes sont là, leur pays a une histoire glorieuse, a une histoire aussi un peu avec des blessures, mais il faut qu'il y ait des artistes qui écrivent, qui créent, mais qui lisent, qu'ils adaptent nos écrits dans l'avenir pour les enfants, en bande dessinée, en cinéma, en film, ainsi de suite. Ça va permettre aux enfants de connaître l'histoire de leur pays, parce qu'ailleurs, c'est les avenues, les monuments, les places sont au nom des écrivains, au nom des artistes. Il n'y a que chez nous qu'on néglige les créateurs, qu'on néglige les grands esprits qui peuvent porter haute l'histoire de la République démocratique du Congo. Les pays voisins vendent leurs histoires mieux que les Congolais. L'histoire du génocide rwandais est mieux vendue que l'histoire du génocide congolais, alors que nous avons perdu plus de personnes depuis 1964 jusqu'à aujourd'hui au Congo que le Rwanda n'a jamais perdu. Vous voyez, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui s'approprient cette question et qui essaient de porter haute la voix et la parole de leur propre peuple. On peut faire aussi la même chose, même 10 fois mieux. Voilà. L'ouvrage parle des affres de la rébellion, mais il est intitulé La Maison des Merveilles. Ne serait-ce pas un contradictoire? D'où est venue l'idée de ce titre? La Maison des Merveilles existe. C'est un bâtiment qui existe à Zanzibar. C'est à partir de la Maison des Merveilles que même l'idée, avec, je pense, Typotype et les rois qui avaient créé, comment dire ça, c'est de là même qu'est partie l'histoire de l'occupation de Stanleyville. La Maison des Merveilles, ce n'est pas qu'un titre, ça existe. La traite négrière et tout, c'est d'ailleurs le premier bâtiment en Afrique à avoir eu un ascenseur et à avoir été électrifié, cette Maison des Merveilles. Et quand tu lis mon roman, le parcours de mon personnage sur la route des esclaves va aller aboutir dans une maison, c'est la Maison de Merveille. C'est là où ça se passe et c'est là qu'il y a la chute et la fin du roman. Donc ce n'est pas la Maison des Merveilles comme Alice au Pays des Merveilles. Mais il y a aussi une symbolique dans la Maison des Merveilles parce que j'estime que le Congo c'est aussi une maison de merveilles. C'est un espace où beaucoup de choses peuvent arriver du jour au lendemain, ainsi de suite. C'est un peu comme une espèce de maison des merveilles aussi. Donc il y a la maison qui existe, mais aussi il y a le côté métaphorique et symbolique qui caractérise l'histoire de la République démocratique du Congo elle-même. Parce que vous parlez de la jeunesse, ça vous dirait que d'aller école après école pour aller faire le pèlerin et raconter à nos jeunes enfants ce que nous avions été hier, ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous projetons devenir demain? Je serais très disposé à le faire, mais bon, je ne suis qu'un humain, je ne suis qu'un corps, il peut se fatiguer. Il faut une appropriation par le pouvoir public. Il faut des subventions, il faut que l'État se mêle de manière à porter, comment dire ça, à promouvoir réellement la culture du Congo. La culture du Congo ne se limite pas qu'à la rumba. Il y a la peinture, il y a la sculpture, il y a surtout la littérature, qui doit se faire non seulement en langue coloniale, en français, mais aussi dans nos langues locales, en swahili, en lingala et ainsi de suite. Donc moi je suis disposé, mais il faut un appui de l'État. Il faut une politique culturelle qui tienne en compte les besoins de la promotion des œuvres d'esprit. Il y a un fonds de promotion culturelle qui ne doit pas que soutenir les musiciens. Le fonds de promotion culturelle doit soutenir aussi des éditeurs, doit soutenir aussi des distributeurs de livres et des écrivains que nous sommes. Il faut une refonte de la politique culturelle nationale de manière à mettre en lumière, à mettre sous le projecteur l'œuvre créatrice, les œuvres créatrices de la République démocratique du Congo qui a encore beaucoup à donner sur le plan de la littérature. Nous ne pouvons pas être un pays où chaque année on ne connaît pas le nombre de livres qui sortent et on n'est pas primé, on ne sait pas de faire rayonner notre créativité parce que créativité il y en a.
dans ce pays. Merci de votre attention, chers téléspectateurs. Nous pensons que vous avez aimé cette cérémonie de vernissage de la Maison des Merveilles de Godefroid de Moana Boato. Pour l'instant, nous vous disons au revoir et vous donnons rendez-vous à la prochaine occasion. Merci et au revoir. Portez-vous bien.